Les accords avec les Russes ne valent pas le papier sur lequel ils sont écrits. Cette phrase est souvent attribuée à Otto von Bismarck. Cependant, je pense que beaucoup d'entre vous savent que le chancelier n'a en réalité jamais rien dit de tel. Néanmoins, cette formulation reflète si précisément, disons, l'essence de la diplomatie russe que la question de son authenticité perd de son importance, car la phrase en elle-même est véridique. Dans les commentaires sous la dernière vidéo, j'ai lu l'avis que les événements au Moyen-Orient influencent notre région de manière tellement indirecte que leur accorder de l'attention revient à reléguer la tragédie ukrainienne au second plan. Cependant, ce n'est pas tout à fait le cas. En réalité, selon l'issue du conflit irano-israélien, cela pourrait littéralement rapprocher la paix, y compris pour l'Ukraine. J'en ai en partie parlé dans la vidéo précédente, mais de nouvelles encourageantes apparaissent ici. Je vais expliquer en m'appuyant sur le poste d'un détenu que vous connaissez. La position de notre pays envers l'Iran est très incompréhensible. Il n'y a pas si longtemps, nous avons conclu un accord de partenariat stratégique avec cet État. Il m'est difficile de juger à quel point cela était nécessaire, à quel point l'Iran est réellement un allié fiable pour nous, mais puisque l'accord a été conclu, il est totalement incompréhensible pourquoi nous ne soutenons pas l'Iran, au moins au niveau militaire et technique approprié. En réalité, la disposition du traité signé entre l'Iran et la Russie ne prévoit pas d'aide militaire en cas d'agression contre l'une des parties. Cependant, l'un des articles de l'accord de partenariat stratégique stipule que les parties confirment leur engagement à développer la coopération militaro-technique sur la base des accords correspondants entre elles, en tenant compte des intérêts mutuels et de leurs obligations internationales. Et elles considèrent une telle coopération comme un élément important du maintien de la sécurité régionale et mondiale. C'est pourquoi la question du terroriste international Igor Strelkov, à savoir pourquoi la Russie ne soutient pas l'Iran, est tout à fait légitime. Et en effet, la A-50, qui patrouille au large des côtes iraniennes de la mer Caspienne, pourrait théoriquement apporter une aide sérieuse à Téhéran dans la lutte contre l'aviation israélienne, car l'Iran ne possède pas ses propres avions de détection radar à longue portée. D'ailleurs, cela nous ramène à la discussion sur le fait qu'il est prématuré de parler de la nécessité de changer radicalement les doctrines militaires de l'OTAN. L'Iran est pratiquement un pionnier dans le développement des drones d'attaque, il possède une excellente industrie des missiles, cependant, c'est précisément l'absence d'un composant aussi essentiel que les avions de reconnaissance radar à longue portée qui rend la flotte aérienne pourtant importante de l'Iran tout simplement aveugle. C'est d'ailleurs quelque chose qui est sous-estimé en Ukraine. Il n'est pas évident pour tout le monde de comprendre quel avantage l'Ukraine tire de la présence régulière au-dessus de la mer Noire de divers avions de reconnaissance qui, en plus, ne peuvent pas être abattus. Mais j'en ai déjà parlé. L'aviation ennemie continue de se préparer à un raid massif sur la Crimée. En fait, l'aviation des Forces armées unies de l'OTAN continue d'opérer dans la partie occidentale de la mer Noire. Ils évaluent l'efficacité de l'utilisation de nos moyens de défense anti-aérienne, de l'emploi de nos moyens de guerre électroniques, ils effectuent des repérages et prennent des photos. En général, ils mènent un travail préparatoire afin qu'un jour, d'ici, des vedettes sans équipage partent et que des drones s'envolent pour frapper nos installations. Moscou pourrait-elle, par analogie avec les actions des alliés ukrainiens, soutenir le régime des mollahs et envoyer un A-50 pour surveiller l'espace aérien iranien? Eh bien, théoriquement, oui. Après l'opération Potina, selon les experts en renseignement open source, les forces aérospatiales de la Fédération de Russie ne disposeraient plus que de 2 ou 3 avions de détection radar à longue portée A-50 opérationnels. Mais il y a un problème. Il s'agit de l'absence d'un système de communication unifié entre les Airborne Warning and Control Systems russes et les S-300 ou Su-35 vendus à l'Iran. Donc, comment transmettre l'information sur un chasseur israélien détecté à un pilote iranien de Sukhoi? Impossible. Impossible. Parce qu'un tel système n'est même pas vraiment en place dans l'armée russe elle-même. Alors, patriotes, des tirs sur vous, apparemment 3. Évadez-vous, j'ai interdit l'engagement, 754, on se retire en manœuvrant. Vous avez compris? Oui, on se retire. Je vois un tir sur vous, azimut, depuis vous 350, distance 80. On vire à droite, cap 240, on change d'angle. Altitude basse, 300 mètres, évadez-vous. Oui, je vous ai déjà fait écouter l'interception radio entre l'opérateur du A-50 russe et le pilote du Su-34. Comme vous le voyez, la transmission des données se fait par la voix. Mais c'est une chose de signaler l'approche d'un missile anti-aérien guidé, c'en est une autre de guider un chasseur iranien vers un F-35 israélien détecté. En bref, c'est irréaliste. En fait, personne ne cache vraiment que l'armée russe n'a toujours pas largement adopté un système automatique de transmission de données. Voici ce qu'écrivait Viktor Mourakovsky, membre du conseil d'experts auprès de la commission militaro-industrielle de la Fédération de Russie, au début de l'année.
Nous avons des dizaines de milliards de roubles dépensés pour un système de commandement unifié au niveau tactique. C'est l'équivalent du Link 16 sans aucun résultat. Et que dire de plus sinon, Seigneur bénis la corruption du complexe militaro-industriel russe. Quant à l'Ukraine, elle a récemment obtenu l'accès au Link 16. Autrement dit, théoriquement, le F-16 des forces aériennes des forces armées ukrainiennes peut désormais recevoir des désignations de cibles du Boeing E-3 Sentry qui survolent la mer Noire. Bien sûr, il peut y avoir des restrictions, comme toujours, mais en théorie, c'est ainsi que cela fonctionne. Donc, on peut comprendre l'indignation de Strelkov. Mais en réalité, la Russie n'a pas la possibilité d'aider significativement l'Iran. J'ai parlé du renseignement radar, mais même la Fédération de Russie manque de systèmes de défense anti-aérienne. Si la Russie laisse même ses usines de poudre sans protection, qu'est-ce que Moscou peut proposer à Téhéran en ce moment, à part des paroles de soutien? Continuons la lecture. Néanmoins, aucun de nos responsables officiels n'a fait de déclaration vraiment ferme concernant le soutien à ce pays sur le plan militaro-technique. Je trouve cela étrange. J'ai toujours pensé que si des accords sont conclus au nom de la Russie, il faut au moins les respecter, ne serait-ce que pour le prestige de la Russie. Il pensait que si la Russie avait conclu un accord, elle devait le respecter. À mon avis, George Carlin n'avait pas de punchline aussi drôle. Mais ce n'est pas seulement drôle, c'est aussi très révélateur. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il est fondamentalement incorrect de percevoir le Sud global comme un bloc formé qui défie l'Occident. Et maintenant, nous en voyons la preuve. Les régimes autocratiques manquent de l'essentiel, un objectif commun. Ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran ne poursuivent un but unique. Moscou cherche la démondialisation, tandis que Pékin, au contraire, poursuit l'objectif opposé. Téhéran est entièrement dirigé par des fanatiques qui ont leur propre vision du monde, fondée sur d'anciens folios illogiques. On ne peut même pas leur attribuer l'anti-américanisme comme fondement unificateur. Actuellement, la Russie est tout à fait satisfaite de l'administration de la Maison-Blanche. Elle propose même de lutter ensemble contre les fascistes européens. Et la Chine, au contraire, considère Trump comme la principale menace à sa prospérité. Eh bien, et malheureusement, la position de la Chine m'est assez incompréhensible. La Chine est le principal partenaire de l'Iran et la Chine, peut-être même plus que la Russie, est intéressée à ce que l'Iran puisse résister à l'agression qui est menée contre lui. Aucune autre réaction de la part de la Chine, à part la condamnation des actions d'Israël, n'était possible. Cela s'explique assez simplement. Pékin n'est pas plus intéressé par l'apparition d'armes nucléaires en Iran que Jérusalem. C'est précisément grâce à la coopération de la Chine que les relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran ont été rétablies. Ce fut une victoire colossale pour l'Empire du Milieu. En effet, pour Pékin, il ne s'agit pas seulement d'une région qui fournit la moitié de toutes ses importations de pétrole, mais aussi du principal client pour ses projets d'infrastructure. Pour la Chine, qui aspire à dominer la planète, il est vital de rester le principal partenaire des monarchies du Golfe Persique. Et pourtant, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, Oman et d'autres peuvent condamner par écrit autant qu'ils le souhaitent les frappes d'Israël contre l'Iran, mais ils ne s'y opposeront jamais réellement. Et certains des signataires de cette condamnation aideront même secrètement à intercepter les drones et missiles iraniens lancés contre le territoire israélien. Car tous ces pays comprennent parfaitement les dangers que représente pour eux un régime des ayatollahs doté de l'arme nucléaire et animé par l'idée d'exporter la révolution islamique. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'un des principaux instruments de la politique étrangère de Téhéran, financer et armer des cellules terroristes dans tout le Moyen-Orient. Donc, dans cette situation, si la Chine veut maintenir des relations de partenariat avec les pays mentionnés ci-dessus, elle ne s'opposera jamais à Israël. C'est pourquoi, de la part des autorités officielles de Pékin, nous n'entendrons et ne verrons rien d'autre qu'une condamnation. Tout le monde au Moyen-Orient condamnera Israël, puis rentrera chez soi et dira discrètement qu'Israël soit béni. Les Saoudiens, les Bahreïniens, les Égyptiens, les Libyens, les Libanais, tous diront « Dieu merci, ils l'ont fait parce que personne d'autre n'aurait osé ». La proposition qui vous est présentée aujourd'hui est que vous avez le choix entre la guerre et un Iran doté de la bombe nucléaire. Comme cela a déjà été dit, c'est un choix entre la guerre et la honte. Si un pays choisit la honte plutôt que la guerre, il aura à la fois la guerre et la honte. Vous avez le choix, la guerre contre un Iran nucléaire ou la guerre contre l'Iran avant qu'il ne devienne nucléaire. Et espérez qu'en empêchant ce régime de s'enraciner, vous donnerez au peuple iranien la meilleure chance qu'il ait jamais eue de renverser ce régime. En fait, les États-Unis vont bientôt intervenir contre l'Iran. Je n'en doute pas. En réalité, c'était sous-entendu.
L'Iran a subi une offensive aérienne massive de la part d'Israël qui a été soigneusement préparée et qui, à tous égards, est une véritable guerre et non une simple opération. Non, c'est justement une opération, Igor Ivanovitch. C'est précisément ce qui la distingue de la guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine. Israël se fixe pour objectif clair de priver l'Iran de la possibilité de fabriquer une bombe nucléaire. Jérusalem a-t-elle des bases juridiques pour cela? Non. Mais lorsque, dans le parlement d'un État dirigé par des fanatiques religieux, apparaît un projet de loi obligeant le gouvernement à chercher à détruire Israël d'ici 2042, le respect des normes juridiques passe alors au second plan. Mais l'essentiel est ailleurs. Israël ne revendique pas les territoires iraniens. Il ne souhaite pas annexer le Khouzistan, le Lorestan, ni 8 autres provinces. Parce qu'autrefois, là-bas, Cyrus le Grand a libéré les Juifs, afin que les Juifs puissent ensuite libérer l'Empire perse. Netanyahou n'exige pas de l'Iran qu'il renonce à son alliance avec la Russie au profit d'une alliance avec les États-Unis, il n'exige pas non plus l'étude de la Torah dans les écoles et ne souhaite pas que les Iraniens réinstallent partout les bustes du Shah renversés lors de la révolution islamique. Non, la demande est assez claire. Simplement, bon sang, ne fabriquez pas d'armes nucléaires. Donc, Israël mène une opération militaire spéciale, tandis que Poutine mène une guerre de conquête. Mais ça, c'est le côté éthique de la question. Le plus intéressant, c'est qu'Igor Ivanovitch, qui a une assez bonne capacité d'analyser la situation, je le dis sans ironie, pense que bientôt les États-Unis vont intervenir. Il a écrit ce post un jour avant que des informations à ce sujet commencent à apparaître. Et donc, l'implication des États-Unis dans l'opération israélienne, c'est un très bon signal, les amis. Si, le premier jour de l'opération israélienne, beaucoup doutaient que les États-Unis rejoindraient les frappes, après qu'il soit devenu clair que les forces aériennes israéliennes avaient pratiquement nettoyé le ciel au-dessus de l'Iran, les chances que Donald Trump veuille se joindre au triomphe ont considérablement augmenté. Mais est-ce que cela peut avoir des avantages pour nous, les opposants au régime de Poutine? Eh bien, tout d'abord, le cas iranien. C'est la première fois, pendant son second mandat, que Donald Trump ne se contente pas de faire des promesses, mais commence réellement à résoudre des problèmes qui n'avaient pas été réglés depuis des décennies. Deuxièmement, en constatant la réaction faible de Moscou et de Pékin, qui se limite à des protestations déclaratives, la Maison-Blanche pourrait ajuster sa stratégie de politique étrangère. En effet, avec l'Iran, les méthodes du négociateur Witkoff n'ont tout simplement pas fonctionné. En revanche, quelques centaines de sorties aériennes ont immédiatement rendu Téhéran beaucoup plus conciliant sur la question de l'accord nucléaire. Et troisièmement, si l'Iran perd non seulement son programme nucléaire, mais aussi la stabilité politique de son régime, alors Donald n'aura plus besoin du dictateur russe comme intermédiaire entre l'Iran et Israël. En fait, cette nécessité disparaît chaque jour à mesure que les installations d'enrichissement d'uranium sont détruites. S'il y avait auparavant une probabilité que la Russie accueille l'uranium enrichi, ce problème a maintenant été résolu à l'aide de bombes aériennes. Ceci, bien sûr, n'est qu'une hypothèse, et il n'est pas du tout certain que les événements sur le front israélo-iranien influenceront les approches du président américain. Mais si, dans une semaine ou deux, nous voyons un Trump plus déterminé envers Poutine, n'oubliez pas de remercier les pilotes israéliens. Dans l'ensemble, bien sûr, l'Iran ne pourra pas résister à la puissance combinée des États-Unis et d'Israël, à moins qu'ils ne reçoivent un soutien suffisamment sérieux. Les paramètres de ce soutien, je suppose, pourraient être très sérieux, au moins au niveau de la Russie, puisque c'est précisément la Russie qui possède des systèmes de défense aérienne avancés et des systèmes de missiles développés, grâce auxquels l'Iran pourrait, sinon répondre à Israël, du moins menacer d'utiliser ses armes. Et peut-être que cela aurait arrêté Israël d'une agression ultérieure et de l'agression en tant que telle. En juin 1981, le premier avion de combat utilisant la technologie furtive a pris son envol, le F-117. Depuis ce moment-là, les débats sur l'efficacité de cette technologie n'ont jamais cessé. Sous l'influence de journalistes occidentaux incompétents, le nouveau F a été surnommé l'invisible, alors qu'en réalité, l'avion appartenait à la catégorie des appareils à faible détectabilité. Mais les propagandistes russes se sont emparés de l'appellation invisible, et après la destruction du F-117 dans le ciel de la Yougoslavie, ils se sont moqués des Américains stupides qui, pour des milliards de dollars, avaient obtenu soi-disant un avion d'attaque furtif qui a été abattu par un vieux S-125. Mais en réalité, même malgré la perte de l'appareil, il était déjà clair à l'époque que cette technologie représentait l'avenir. En effet, après avoir effectué plus de 2500 missions de combat et participé à toutes les grandes opérations, de la tempête du désert à la guerre en Irak, le F-117 n'a été touché qu'une seule fois. Dans toutes ces guerres, l'adversaire des États-Unis disposait d'un système de défense aérienne assez puissant. Pourtant, à chaque fois, les avions furtifs ont démontré leur efficacité.
Mais si la partie russe a réussi pendant des décennies à embrouiller les gens en affirmant que les technologies furtives n'étaient efficaces que contre des États arriérés, la question est désormais définitivement réglée. Les F-35 israéliens furtifs dominaient le ciel syrien, protégés par les S-300 et S-400 russes déjà en 2023. Et aujourd'hui, nous avons vu de nos propres yeux que même avec une défense anti-aérienne aussi puissante que celle de l'Iran, qui a acheté au moins 4 batteries S-300 PMU, 2 à la Russie, ils ne peuvent rien opposer aux chasseurs furtifs. Bien sûr, ces oiseaux ne travaillent pas seuls. Ici, le renseignement spatial entre en jeu, ainsi que les avions de détection radar à longue portée mentionnés précédemment, dont Israël possède désormais plus que la Russie. Mais le fait demeure, les technologies occidentales sont largement supérieures aux technologies russes. Et je le répète encore une fois, l'opération d'Israël en Iran n'a peut-être pas de mandat de l'Organisation des Nations Unies, mais qu'elle contribue à la paix. C'est absolument certain. En effet, désormais, l'état-major russe, qui a sûrement élaboré pendant longtemps un plan d'invasion des pays baltes, doit en urgence apporter des corrections à ses doctrines et calculer les conséquences d'une rencontre dans les airs avec un adversaire tel que les escadrons européens d'avions de 5e génération. Mais bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on peut se détendre. C'est pourquoi je vais répéter encore une fois une phrase presque brevetée, même si elle est un peu modifiée. Europe, malgré tout, il vaut mieux que tu creuses des tranchées. Mais comme toujours, c'est à vous de décider d'être ou